Bonjour et bienvenue dans Du Rétro dans le Viseur, l'émission qui rembobine les VHS du passé. J'espère que vous allez bien pour ce nouveau jeudi en votre compagnie, bien sûr, placé sous le signe de l'audiovisuel et placé sous le signe de la VHS. Vous êtes au bon endroit, bien sûr, dans Du Rétro dans le Viseur. Nous sommes donc partis pour un peu plus de 2 heures de visionnage de programmes télévisés. Autre reportage documentaire interprogramme, bien sûr, avec les fameuses catégories que peut-être que vous connaissez bien sûr désormais. Et puis si vous découvrez également cette émission, peut-être si vous découvrez également cette chaîne actuellement sur Twitch, vous allez donc avoir d'ici quelques instants et au fur et à mesure de l'émission, les rubriques fétiches de l'émission, bien sûr, en plein dans le mille, les 20 minutes du peuple, la capsule temporelle et enfin notre special épisode dans notre épopée AB Productions. Et salut les musclés. Avant bien sûr de commencer tout ceci, on allume notre petite télé. Tout est paré, tout est ok. Nous sommes partis pour la première catégorie en plein dans le mille et c'est parti. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Tu la tentes ou pas? En plein dans le mille, donc, qui fait encore une fois bien sûr son retour, hein, une catégorie aussi emblématique maintenant de l'émission du rétro dans le viseur. Et pour cette semaine, en plein dans le mille, nous allons nous diriger vers l'année 1993. Et bonsoir gros bain des bois, comment que ça va-t-il? Installe-toi bien comme on dit. Remettez bien sûr les consonnes et les voyelles dans le bon ordre. Sur l'autoroute de l'audiovisuel, puisque comme je disais il y a quelques instants, on part donc en l'an 1993 pour essayer de découvrir ou de redécouvrir des moments marquants ou non de la télévision francophone. Je pense que le programme qui va suivre, bien sûr, avec en prime une couverture de programme télé que j'ai sélectionné cette semaine et une grille TV, bien sûr, en lien avec le programme diffusé d'ici quelques instants. Je pense que le programme va vous parler. En tout cas, peut-être vous étiez peut-être assez jeune au moment de sa diffusion, ou peut-être vous étiez déjà âgé et mature. Bref, donc peut-être ça va vous rappeler des souvenirs. Et bonsoir THX également, comment que ça va-t-il? Installe-toi bien, ça y est, j'arrive à le dire, enfin, wow. On est donc parti d'ici quelques instants. 1993, l'année de mon bac. Ah oui, donc ça va, on est pas trop jeune, pas trop vieux. De toute façon, les âges, c'est que des chiffres. Le plus important, c'est dans la tête. Voilà, tout est dit. Allez donc, tout est calé pour ce premier extrait dans plein dans le mille. Encore une fois, comme je le répète souvent, mais pas assez. Si le son est trop fort ou trop faible, n'hésitez pas à vous manifester. Il se peut que le son soit assez faible sur l'extrait que vous allez voir d'ici quelques instants dans plein dans le mille. Donc je vais essayer de booster en tout cas le son au maximum pour que ce soit comfortable dans les oreilles de votre côté. Allez, on est parti. En plein dans le mille, 1993, 3, 2, 1 et let's go. Rassurez-vous, la télé n'est pas trop petite, c'est que le format de l'image est assez grand, donc il a fallu un peu ajuster. Mesdames, Messieurs, soyez tous les bienvenus dans la 195e édition de la Marche du siècle. Mais où sont donc passés les espions? Ceux de l'Est qui grouillaient à l'Ouest, et puis ceux de l'Ouest qui faisaient la même chose à l'Est.
Que devient donc ce bon vieux 007 de M. Ian Fleming? Comment va, au fait, Smiley, le héros de John le Carré? Eh bien, certains ont été mis au chômage par la chute du mur de Berlin, mais beaucoup ont opéré une belle et rapide reconversion. Avant, ils évitaient ou ils préparaient, c'était selon les années et les idéologies, la guerre. Maintenant, ils la font carrément. De l'espionnage industriel à l'intelligence économique, ils participent à leur manière à la conquête des marchés mondiaux. Et comme c'est une vraie guerre, eh bien, tout est bon entre les États, tout est bon aussi entre les entreprises. Je vous présente M. Henri Martre, c'est l'ancien PDG de l'aérospatiale. Alors, on va faire une petite pause hein, sur cette personne, puisque, donc vous l'avez reconnu, vous avez lu en tout cas une partie du titre. Nous sommes donc en 1993 sur France 3, dans l'émission donc La Marche du siècle, présentée par Jean-Marie Cavada. Et donc pour eh bien ce premier extrait de la soirée, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, une sélection, comme je fais bien sûr chaque semaine, d'un programme, d'une couverture en tout cas de programme télé en lien avec la diffusion de la marche du siècle. Et cette semaine, eh bien nous partons du côté de chez Télé Loisirs pour le numéro 371 avec un Johnny Hallyday de mille feux sur cette couverture, tout souriant. Ouh, la belle petite chemise bleue, les belles idées d'Erlich. L'astrologie nous aide à séduire. 100 livres à gagner, ça c'est beau ça. 730 chansons et 100 millions de disques de Johnny Hallyday. Incroyable fête et méga concert. Ouah, méga concert pour ses 50 ans. Qu'est-ce qu'on nous dit sur TF1 ? On va essayer de zoomer. Mercredi à 20h50, ben oui, dans un spécial Sacrée Soirée. Ok, nouveau. Putain, mais j'ai l'impression que dans Télé Loisirs, chaque semaine dans du rétro dans le viseur, quand on a un télé loisir ou un télé 7 jours, c'est toujours du nouveau. Il y a toujours du nouveau, en tout cas sur une bannière en couverture. 30 câbles et satellites, 30 chaînes pardon d'un coup d'œil, câbles et satellites complets, ok. Chaque jour sur une double page. Gagnez 10 abonnements au câble et à Canal Satellite. Ah ouais carrément, là on fait de la promo pour Canal Satellite. Ok, ça marche. Nos pages spéciales jeux, ou dans Télé Loisirs également, ça marche. Et donc, je répète en tout cas, 5 francs 90 seulement. Ça, du coup, c'est pour notre couverture. Maintenant, ce qui nous intéresse, eh bien cette semaine, on a également une grille des programmes télé de France 3. On peut voir en tout cas un peu plus haut les minicums. On regarde rapidement Alvin et Chipmunk, Widget, Casper et ses amis, signé Cat Size. Wow. Incroyable. Et même une rubrique, comment c'est fait avec Jean-Pierre Coff. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous, on va descendre pour voir. Et donc, nous sommes un mercredi soir. Et mercredi, dit à 20h45, vous le voyez, la marche du siècle, donc présentée par Jean-Marie Cavada. On continue donc notre extrait de la marche du siècle et c'est reparti. Il a également présidé un rapport qui est tout à fait édifiant et qui a servi, sinon de prétexte, en tout cas de cause à cette émission, vu sa richesse. L'amiral Lacoste, l'ancien patron de la DGSE, la Direction Générale des Services de la Sécurité Extérieure, pardon. Monsieur on parle espionnage, hein, vous l'avez bien compris, au plan. Dans ce numéro de la marche du siècle. Qui est spécialiste de ce que l'on appelle l'intelligence économique, ça nécessitera une précision. Et puis tout à l'heure, en duplex de Washington, deux invités que je vous ferai découvrir, monsieur Peter Schweitzer, qui est journaliste américain et qui est auteur d'un livre où il égrène les informations, et puis monsieur Philippe Baumard, qui est consultant en intelligence pour les entreprises. Et maintenant, je vous propose de bien regarder le document qui va arriver dans un instant. Vous allez y découvrir les acteurs d'une stratégie sans merci. Il s'agit de savoir avant l'autre. Même si tout commence dans la nouvelle et peut-être dans la provisoire connivence des ennemis d'hier, eh bien vous allez voir que les arrière-pensées sont extrêmement fortes et les buts totalement utilitaires. Voici le reportage d'Hervé Brusini, Samuel Luret, Philippe Audy et Jean-Michel Venmani, c'est-à-dire plusieurs mois d'observation et de travail. C'est vraiment édifiant.
Au pays de Jurassic Park, les dinosaures n'ont pas toujours la tête qu'on croit. L'Américain Mac Michael, 20 ans de service de renseignement. Victor Marchetti, 15 ans de CIA. Et pour la première fois aux États-Unis, un de leurs adversaires, Yuri Modine, un maître de la manipulation, 35 ans de KGB. Un maître pas de la tout seul. manipulation. Les colonels Gapon et Totrov sont du voyage. Eh ben putain, ça en fait du monde. Hein. Un vrai scénario de film. Sans oublier Vladimir Barkovski, ce spécialiste de l'arme nucléaire a aujourd'hui 80 ans et c'est la CIA qui lui souhaite bon anniversaire. Tiens, petite enveloppe avec un gros chèque dedans. Mission impossible, quoi, le Nous truc. n'allons pas passer très loin de la CIA. Les deux anciens agents américains cherchaient depuis plus d'1 an à faire venir leurs ennemis d'hier, histoire de pouvoir enfin échanger les points de vue face à face. Ça, c'est incroyable comme truc. Et avec le programme, est-ce qu'il y a aussi les clés du quartier général de la CIA? Justement, la CIA, c'est par là. Les services américains connaissent bien la carrière des 4 Russes, les fonctions de professeur S-renseignement de l'octogénaire et l'ancienne identité de faux diplomate aux Nations Unies du comique de la troupe. Et pourquoi je ne vois pas de panneau « Bienvenue à la CIA » pour les espions russes? Coursier casse-cou, voici Washington, de quoi séduire le plus endurci des agents secrets. Les deux organisateurs américains du séjour sont d'un genre particulier. Ils ont quitté la CIA pour cause de désaccords profonds. Trop de coups tordus, trop d'opérations scandaleuses, disent-ils. Des thèmes de conversation tout trouvés avec leurs nouveaux amis russes. Ils leur ont d'ailleurs réservé une petite surprise, le lieu d'hébergement. Alors, comment est-ce qu'ils reçoivent? Et oui, c'est un musée. Ah ouais, un musée, carrément. En Mais souvenir non. de la guerre de sécession, les sudistes ont ici leur lieu de mémoire. Ah ouais. Putain, La tu t'attends à un confrontation 3 du étoiles, jour enfin est 4 un étoiles, genre 5 nouveau, étoiles, eh ben non. KGB Au musée. contre Général Lee. Le confort de la maison est plutôt rudimentaire, mais Canapé. Oh putain. C'est propre. La ville est superbe. Yuri Le comportement Modine. du Oui. conducteur est très bien. Mais les cyclistes, Les enculés. ils sont fous. est-ce que, avec votre présence, on peut dire que la guerre froide est finie? Vous savez, vous avez raison. Tout à fait. Mais je suis un vieil homme. Et je ne crois pas que ce soit vraiment tout à fait fini. Pas vraiment fini. Il a pas tort, le Yuri. Hein. Malheureusement. Il va falloir voir. Voir et observer. Oui, il y a une tendance. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais sur quoi cela va déboucher, je ne le sais pas vraiment. Et pourquoi vous ne le savez pas? Pour vous, c'est une sorte d'intuition? C'est une intuition. Oui, c'est une intuition. Mais vous savez, les vieux hommes sont toujours assez suspicieux. Cela n'empêche pas le toast de l'amitié, vodka russe à la pipe. Yuri Modine, ouais, qui est mort Juste avant de en parler 2007, boutique. à Moscou. Petite Je anecdote. voudrais juste vous poser une question. Dites-moi ce que vous entendez par action clandestine. Action clandestine? Ce que l'on entend par là? Pourquoi c'est fait? Non, pas pourquoi. Mais selon moi, quand on parle d'action clandestine... vous tournez pas là, hein? Je pense que nous tous ici, nous avons en tête quelque chose de différent. Je pense, et David aussi, que pour nous,
C'est un large éventail d'activités. Propagande. Nous avons une définition assez large. Oui, je connais ce que vous avez écrit. Mais vous incluez là-dedans propagande, assassinat. L'assassinat, c'est juste une méthode. Oui, C'est aussi une action clandestine. oui, non, ça. Mais il y a aussi le pillage économique. En d'autres termes, vous parlez de ce que nous appelons méthode active. C'est ça, tout à fait. la méthode naturelle. Excusez-moi, est-ce que vous pensez que les problèmes économiques maintenant sont, dirons-nous, la toute première priorité pour l'activité des services secrets? Je dirais que Karl Marx n'a pas toujours eu tort, et surtout quand il pensait que l'économie définit la politique. Là, au passage, le personnage Je de suis sûr Yuri que Modine c'est toujours vrai aujourd'hui. sera interprété donc par John Sessions dans le film de Robert De Niro en Je pense 2006, qu'aussi le film longtemps que Raison les d'État. différents États existeront, ils auront toujours leurs secrets à eux. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un autour de cette table qui puisse dire « Il n'y a aucun secret entre les États-Unis et la Grande-Bretagne », et je ne parle même pas du Japon ou d'autres pays encore. Donc, tant que cette situation persistera, il faudra savoir ce que votre adversaire et même votre ami planifient, pensent à l'encontre de votre pays. Aussi longtemps que tout cela existe, nous aurons besoin de services de renseignements efficaces. Donc vous l'avez compris, Ici, hein, en à tout la cas, ce que vous CIA, voyez également, si on vous ne n'est pas connaissez loin de pas penser La la Marche même du chose. siècle. Mais avec C'était l'effondrement du une communisme, émission, hein, principalement la donne a une changé. émission de débat, bien On sûr, parle de réduction de crédit autour du personnel. de sujets, La presse affirme même sujets que de l'actuel société. patron de justement. l'organisation Et donc cette chercherait émission à a été reclasser diffusée ses en agents premier d'ailleurs dans les sur entreprises. Antenne 2 de 87 Lui à a déjà fait 89, le grand puis saut. William Colby, elle est ancien passée chef donc de sur la CIA FR3, donc jusqu'en qui devient 76, France 3 en est devenu septembre consultant économique 1992, international. de 89 Lorsqu'il montre ses à photos d'époque, 2000. la rencontre avec Khrouchtchev, Et à partir de la fin ex-maître 2000, donc La Marche il du ne siècle s'agit plus que est d'une devenue relique. une émission avec un nouveau titre en tout cas qui s'est appelé Ce qui fait débat jusqu'à mi-2001. Même politique. Plutôt, ils sont économiques maintenant. Et la discipline de renseignement que nous avons employée pour les autres buts, maintenant est très convenable pour la compétition. Alors Michel Field également, hein, qui à partir de 99 prendra la place de Jean-Marie Cavada et essaiera de proposer un nouveau concept à l'émission La Marche du siècle, avec un concept un peu plus, on va dire, polémique. Précisément, c'est ça le Et notamment, futur eh bien, de Michel l'économie Field allant carrément et à des la services de rencontre renseignement. des citoyens pour eh bien essayer de prendre la température et discuter de certains sujets. La privatiser la fonction de renseignement, de le faire en travail privé, servant les compagnies, servant votre propre compagnie. Mais ça ne dit pas que je suis pour l'espionnage dans le sens économique. Je suis contre ça, parce que c'est pas justifié. Alors c'est quoi ce que vous faites? Vous pensez, quand on s'engage dans l'espionnage, on rompt les lois, les droits, On se met hors la loi. hors la loi. Mais c'est pas la peine pour le faire, pour gagner un petit chose économique. On perd beaucoup plus quand on s'engage dans l'espionnage pour un but économique qu'on peut gagner. Le pays compte 250 bureaux, officines ou sociétés de renseignements économiques. En France, il y en a 7. Cette privatisation du renseignement a commencé Officiellement. depuis plus de 20 ans. On appelle cela le business intelligence. Un PDG veut attaquer le marché d'un concurrent, lancer une OPA ou s'implanter à l'étranger. Il sait maintenant
à qui s'adresser. La bonne information économique est à vendre au coin de la rue. Derrière cette porte, l'amateur trouvera même la cassette vidéo réalisée pour le convaincre. Washington Researchers présente. Ah ouais. Oh, putain. Comment la concurrence se procure les secrets de votre compagnie. Bonjour, je suis Leila Kite, la présidente de Washington Researchers. Depuis 1974, nous sommes spécialisés dans la recherche d'informations pour nos clients businessmen aux États-Unis et dans le monde entier. Nous apprenons aux hommes d'affaires comment ils peuvent se procurer de l'information par eux-mêmes. Nous publions de la documentation pour les aider à trouver des renseignements économiques. La documentation, c'est son arme. Oh, la taille du truc, quoi. À condition d'en payer le prix. Ah, La combien? France est là, exposée dans ses grandes lignes. Ah ouais, putain. Mais sur commande, la maison pourra tout vous apprendre sur le savoir-faire gaulois. Près de 95% des Oh, ce informations business. collectées sont obtenues par entretien téléphonique avec les personnes qui sont des experts dans les domaines qui nous intéressent. Nous pouvons par exemple contacter les fournisseurs de la compagnie ciblée, qui n'est autre que la compagnie concurrente de notre client. Nous pouvons aussi parler avec ses propres clients, ses distributeurs. Mais que dites-vous lorsque vous appelez au téléphone? Vous dites que vous êtes réellement les enquêteurs de Washington Researchers? Bien sûr, nous disons que nous sommes Washington Researchers, que nous appelons pour obtenir des informations sur telle ou telle activité. Nous sommes très honnêtes sur qui nous sommes et pourquoi nous appelons. Mais nous ne disons jamais pour quels concurrents nous intervenons, car nous ne pouvons bien sûr pas divulguer l'identité de nos clients. Même si notre interlocuteur le demande, il n'est pas possible pour nous de le faire. Et tout le monde est d'accord pour vous répondre? Non, tout le monde n'accepte pas, mais il y en a assez pour que notre recherche soit efficace. Elle a fondé avec Ouais, quelques avec George confrères Bush, carrément. l'une des plus En puissantes PLV, associations quoi. de ces nouveaux agents du renseignement. Magnifique. La SKIP, Société des professionnels de l'intelligence compétitive. Une société aux ramifications mondiales. Tous s'étaient donné rendez-vous il y a un an à Washington. Rien ne manquait à l'appel. Ni personne. Près de 3000 membres au service des plus grandes entreprises américaines. Avant d'être consultants économiques, ils La étaient SKIP, avocats, oui. cadres ou agents secrets. J'ai passé 20 ans à la CIA. J'étais un officier spécialisé dans le renseignement scientifique. Cela a donc été très naturel pour moi de faire passer mon habileté, mon expérience d'agent du gouvernement au service des sociétés américaines qui ont besoin de ce genre de connaissances pour lutter contre la concurrence. Ce transfert de compétences, That's a l'utilisation number, de méthodes Freeman. légales et C'est éthiques, exactement manier ça. les banques de données ouvertes, apprendre à se servir d'autres sociétés de renseignement économique, à contacter un Donnez-moi votre correspondant en carte. France, au Japon ou en Suède et qui peut nous expliquer les cultures locales, tout cela contribue à créer ce que l'on appelle aujourd'hui le système du business intelligence. Quel enfer. Une société comme Motorola, par exemple, est en pointe dans l'utilisation et le développement de cette technique. Il y a aussi la compagnie du téléphone AT&T, Eastman Kodak. Toutes ces sociétés ont bien ressenti combien la concurrence est mordante et qu'il fallait réagir en développant des programmes d'intelligence économique pour être les plus fortes. Banque de données. Mot-clé de cette mutation du renseignement. Oh la L'agent vache. secret moderne, l'ordinateur, ordonne les milliards d'informations du monde. Les publications arrivent ici, englouties par la machine. Nous sommes dans une force de frappe du savoir disponible pour tous, la bibliothèque du Congrès américain. Alors ça, ça 7 doit être à 8 000 incroyable. ça. revues spécialisées dans l'économie sont dépouillées dans ce pays. Oh la vache. En France, on en traite 10 fois moins. L'économie comme préoccupation du 93. renseignement, l'histoire n'est vraiment pas neuve. Cette machine, par exemple, elle a plus de 2 siècles d'âge. Elle fut l'enjeu de la révolution industrielle, à vapeur et à double effet. Les Anglais étaient jaloux de son secret. En 1788, un agent au service de la France en observa clandestinement les plans. L'ingénieur français Constantin Perrier
pu la construire sans peine. Le pétrole aussi n'a pas échappé à cette bataille de l'ombre. Au début de ce siècle, ce liquide devient précieux. Le voilà qui remplace peu à peu le charbon. En 1909, le Britannique Sidney Reilly, un homme du Secret Intelligence Service, se déguise en prêtre. Il subtilise à l'ingénieur William Knox Darcy la concession que lui avait vendue le Shah d'Iran. L'Anglo-Persian Company allait assurer aux Anglais un net avantage dans ce monde colonial. Détail, la compagnie pétrolière elle-même était dirigée par les services secrets de Sa Majesté. Les invasions ont souvent associé économie et renseignement. L'empereur Hirohito peut être fier de ses soldats. En 1932, l'annexion du Mandchoukou est un succès total. Clé de voûte de l'opération, la compagnie du chemin de fer transmandchourien. Un véritable État dans l'État, avec son armée, sa police, ses usines et son propre bureau de renseignement. Le laboratoire de la future économie japonaise, de sa culture d'État. Une fois les guerres passées, économie et renseignement restent soudés. Allemagne des années 50, les grands complexes industriels tournent à nouveau. La foule des cadres et des ouvriers assiste au discours de quelques gradés des forces alliées. Dans le public, on trouve aussi des anciens de la Gestapo, de la SS. Des milices d'entreprises ont été constituées. Une police économique agit massivement. Police clandestine, l'un des aspects les plus sombres du mariage, renseignement, économie. Le reste de l'histoire est connu. Image classique de l'espion. 18 ans de CIA. Mais aujourd'hui, cet homme a changé de credo. M. Robert Steele va venir à la tribune pour nous exposer ses thèses sur le renseignement ouvert. Robert Steele et sa profession de foi. Fini le secret, vive l'information ouverte à tous. Un point de vue qu'il est bien décidé à défendre devant les autorités françaises et les meilleurs spécialistes. Au même moment, le ministre de la Défense vient d'annoncer une augmentation de budget des services français. L'Américain, lui, professe un tout autre discours. En tant qu'ancien officier clandestin, je pense que la plupart des agents que je connais à la CIA possèdent un très haut sens moral. Leur bureaucratie, comme beaucoup d'autres, ont pu, pour des raisons politiques, leur demander de faire des choses stupides. La réalité, c'est que l'éthique est un élément important de la connaissance, car elle conduit à la vérité. Si vous fabriquez de la connaissance avec une moralité qui laisse à désirer, lorsque vous vous procurez de l'information, vous contaminez la connaissance. J'ai écrit un article intitulé « Éthique, écologie et évolution du renseignement » et j'y expose ma nouvelle conception du renseignement ouvert. L'information doit être accessible à tout citoyen. Ah oui, c'était ça d'ailleurs. C'était une petite parenthèse, mais en 2021, parce que là, Robert Steele donc, était décédé en août 2021. Et en juillet 2021, en fait, quasiment un mois avant sa mort, il organise une manifestation pour dénoncer une prétendue fraude électorale de Joe Biden, qualifiant donc la Covid-19 de canular. Et en fait, il en meurt justement quasiment un mois après, quoi. Okay. Le patron des services extérieurs français alla présenter ses excuses à Washington. À la même époque, pourtant, les agents d'outre-Atlantique n'étaient pas inactifs. En tout cas, le reportage est vraiment intéressant là, sur le... Quelques heures avant le lancement réussi de la première fusée Ariane, l'alerte avait été donnée. Les experts de la sécurité avaient repéré des émissions d'ondes suspectes. De curieux chalutiers soviétiques croisés au large de Kourou, un breguet atlantique leur ordonna de déguerpir, à eux comme aux deux bateaux américains qui se trouvaient là. De type Pueblo, ils étaient bourrés d'électronique. La DST est familière de ce genre d'affaires. Dans son bilan 92, le contre-espionnage appelle cela des manifestations d'intérêt. De toute évidence, les ex-soviétiques se manifestent encore beaucoup, mais dans les domaines scientifiques et économiques, l'activité japonaise et américaine est très visible. Et ce qui était également très visible, eh bien, c'était cet extrait. Donc, en 1993, nous étions donc avec Jean-Marie Cavada.
pour donc l'émission La Marche du siècle. Également petite anecdote, mais Jean-Marie Cavada a également partagé pendant une dizaine d'années sa vie avec la journaliste Élise Lucet. Voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette anecdote. C'était donc notre premier extrait de la soirée En plein dans le mille, et nous allons donc poursuivre bien sûr avec notre deuxième catégorie, les 20 minutes du peuple. Les 20 minutes du peuple donc, avec Apis qui revient comme chaque semaine, tout beau, tout frais. Et qui nous propose donc une nouvelle année cette semaine. Et l'année, nous allons faire un bond en arrière dans le temps. Nous allons retourner en 1989. 1989, peut-être des gens dans le chat passer leur bac durant cette année ou pas. Mais nous allons donc nous retourner vers cette année pour découvrir pendant 20 minutes un programme audiovisuel aléatoire, bien sûr, comme vous connaissez, ou peut-être si vous ne connaissez pas encore également et vous découvrez du rétro dans le viseur, les 20 minutes du peuple, nous visionnons bien sûr pendant 20 minutes un extrait aléatoire d'une émission que nous avons bien sûr découvert et analysé dans la catégorie En plein dans le mille, il y a déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, je cale juste mon extrait et j'activerai bien sûr mon chronomètre juste après. Il me semble que le son doit être un peu pareil, en tout cas comme le premier extrait de la soirée, peut-être assez faiblard. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous avez les esgourdes qui sont chargées. Allez, on est parti. Les 20 minutes du peuple, let's go. Téléfoot. On y croit un peu plus la France au prochain mondial, mais pas de droit à l'erreur. Mardi à Oslo, Michel Platini avec nous en direct de Clairefontaine. Wow. Ah ouais. Papin cartonne, l'OM décolle, PSG s'accroche et Bordeaux reste leader. Les 26 buts de la 8e journée dans ce téléfoot. 8 ans après l'aventure espagnole, le Cameroun a 90 minutes d'une deuxième qualification en Coupe du Monde. Notre cadeau, le Calcio, Bologne-Inter et Milan-Lazio, le résumé de ces deux rencontres en fin d'émission. Oh, les maillots, les shorts. Arrive, enfin, Maradona. On l'attend à Naples, mais on l'attend également à Marseille. Bernard Tapie est notre invité ce soir. Ah, c'est Tapie, c'est l'invité Bernard Tapie. Bonsoir à tous et à toutes. Bernard Tapie, bonsoir. Diego Maradona devrait arriver demain après-midi à 15h15 à Naples. On n'ose plus y croire, à un tel point qu'hier, le sénateur Pietro Pizzo a interpellé le Premier ministre Giulio Andreotti sur le ton de la plaisanterie pour lui demander d'intervenir auprès du gouvernement argentin et peut-être même de saisir les Nations Unies. Alors, Bernard Tapie, est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir déclenché une Xème crise gouvernementale en Italie? Allez, Win. Vous savez, je reviens et on m'a témoigné de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui s'est écrit et de tout ce qui s'est raconté sur cette affaire. On en a fait pratiquement un feuilleton, alors que rien, malheureusement, rien n'a bougé depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois, il y a trois protagonistes. Il y a d'abord en priorité le joueur, qui à la fin de la dernière saison avait évoqué, pour des raisons qui lui sont propres, l'envie de ne pas rejouer cette saison prochaine à Naples, et qui avait exprimé le désir de venir à Marseille. Il y avait moi qui étais très content de l'accueillir à Marseille, parce que je crois que c'est le meilleur joueur du monde. Et puis il y avait Naples qui est propriétaire du contrat et qui a dit il n'est pas question que Maradona aille ailleurs. Et on est 3 mois après, et je dis malheureusement parce que maintenant c'est devenu presque un conflit d'hommes entre le président de Naples, qui fort de son bon droit, agit comme un président qui ne veut pas laisser partir un joueur, et puis Diego Maradona qui hésite à rentrer parce qu'il y a eu une escalade verbale par presse interposée et que maintenant on est rentré dans un système dont il est très dur de se sortir. Donc nous, notre rôle actuel, c'est au contraire de calmer le jeu à fond et d'inciter Maradona et son club à s'entendre, parce qu'il y a comme ça qu'une issue est possible, dans tous les sens.
Bernard, on va reprendre les choses en 180 ordre. David Hasselhoff, Looking for Freedom sur le mur de Berlin. Je vais remettre mon contrat entre les mains de Ferlaino, le président du football club de Naples. Comme ça, il n'y aura plus de problème Maradona. Vous allez annuler le contrat? Oui, je vais régler mes comptes devant les tribunaux avec mes avocats. Alors il va régler Non, je ne crois pas que ça se passera comme ça. Je pense que, vous savez, ce sont des gens qui sont soumis à des pressions extraordinaires et il faut pas tenir compte d'un interview fait à un moment donné. Je pense que Maradona rejouera sûrement à Naples. En tout cas, c'est souhaitable qu'il trouve un arrangement avec son club. Il ne pourra pas venir à Marseille tant que Naples se sera pas mis d'accord avec Maradona. Et moi, je veux absolument qu'il vienne à Marseille un jour. Depuis, il s'est passé des événements. Moi, j'ai 3 étrangers maintenant. Oui. Et mes 3 étrangers, pour l'instant, me donnent satisfaction. Donc, je suis parti, pour l'instant, dans un championnat avec une Coupe d'Europe à l'appui, qui sera sans Maradona, sauf si des événements, à la fois chez moi, mécontentement d'un joueur, et à la fois à Naples, désir de s'en séparer, peuvent changer. Donc, pour l'instant, on est loin d'être dans le cœur d'un débat qui, pour l'instant, je le crois, n'a pas abouti à autre chose qu'à se poursuivre. Donc, on dit que vous avez rencontré Maradona, est-ce que c'est vrai? Bien sûr, mais je l'ai rencontré plusieurs fois. Ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, il a donné 4 ans de sa vie à Naples, qui Naples lui a rendu par des honneurs, par une ferveur, par une passion formidable. Il a fait de Naples le champion d'Europe. Et maintenant, il a, pour des raisons qui lui sont propres, et je pense que seul lui a le droit de les dévoiler, a le droit de les dire, il n'a plus envie de jouer à Naples, et il m'a même fait état de quelque chose qui, je pense, ne sera pas définitif, il préfère abandonner le football. Je crois qu'il ne faut pas qu'il reste et qu'il persévère dans cette voie-là. Je pense que les choses devraient rentrer dans l'ordre et se calmer. Mais si vous permettez, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Oui, monsieur. Car à l'occasion de cette histoire, moi j'ai pu noter 2 choses. Nous, sur le plan sportif, on n'est pas très bon. On n'est pas très bon parce que, oui, par rapport à l'Italie, dont il faut se regarder comme modèle, seule l'année dernière, il y avait 3 clubs italiens en finale des 3 Coupes d'Europe. Ils en ont gagné 2 sur 3. Et nous, on n'en a jamais gagné une. Mais vous, les médias, tous ensemble, quand on voit comment vous avez traité cette affaire, on ne s'étonne pas que vous êtes aussi mauvais que nous. Vous savez que vous faites en gros 2h30 d'émissions sur le foot par semaine. En Italie, il s'en fait 42 heures. Vous drainez 6 millions d'annonceurs en tout, ils s'en drainent 29 millions. Le seul quotidien sportif français fait 200 à 300 000 exemplaires. En Italie, ils en font 2 200 000. Ça veut dire que si tout le monde avait compris, à l'occasion de cette affaire, parce que quand je suis dans un système, j'ai envie qu'il marche, que c'est en faisant venir des gens comme Maradona, en France, que l'ensemble du football français, de la presse française, des médias, que sociologiquement, on arrivera à vivre le football autrement, qu'on arrivera, je pense, à égaler les Italiens. Ce ne sont pas des extraterrestres. Seulement, on a préféré faire du sensationnel avec votre chaîne voisine qui a interviewé un type qui représentait que lui-même, parce qu'on ne sait pas qui c'est, mais n'empêche qu'Antendel lui a donné 3 minutes. 3 minutes à un gars qui a parlé pour ne rien dire, puisque personne ne le connaît, ni moi ni Maradona. Et dont Maradona dit qu'il ne le connaît pas. Voilà. Quant à mon ami Guillaume Durand, lui, sur la 5, il a carrément mis la mafia dans le coup en disant qu'on allait échanger Maradona contre des immeubles. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Nous, on est des nuls, les termes, carrément. Vraiment nuls. Mais vous êtes aussi nuls que nous. Enfin, pas vous. Hein. Oui, oui. Vous, hein. Non, mais enfin, bon, puisque vous engueulez les médias, moi, je vais vous donner... je n'engueule pas. On est tous aussi bons les uns que les autres. Oui. Hein. Non, mais moi, je vais vous donner une occasion de vous faire engueuler. C'est par Luciano Moggi, le directeur général du club de Naples, qui n'est pas très très content après vous. Allez, bim, prends ça direct dans la gueule. En ce qui concerne Bernard Tapie, sa façon d'agir est incorrecte. On ne traite pas directement avec un joueur encore sous contrat avec un club. D'habitude, on traite avec les dirigeants. En effet, si le club refuse de se séparer du joueur, on ne s'adresse pas directement à lui, car son contrat, il l'a signé librement. C'est pourquoi Naples va demander au bureau des enquêtes italien que notre fédération intervienne auprès de la fédération française l'esprit pour Pierre de qu'elle prenne des sanctions Coubertin. contre Marseille et contre Tapie. Je comprends tout à fait ça. Et à sa place, je dirais la même chose. Ah, vous assumez? Je dirais tout à fait la même chose. Que Naples soit pas content parce qu'on est en relation avec un de ses joueurs qui est sous contrat, c'est logique. Je lui expliquerai à lui de vive voix le jour où il aura accepté qu'on le rencontre, puisque que ce soit le président qui est trop important pour qu'on le rencontre, mais même le secrétaire général, il est trop important aussi pour qu'on le rencontre. Alors, j'étais à 2 doigts d'en parler au gardien du stade à Naples, mais je me suis dit finalement, il vaut mieux que je le garde pour la commission d'enquête de l'UEFA. Cela dit, qu'il soit très mécontent qu'on s'adresse à un joueur sous contrat, je le comprends. Mais moi, je vais vous dire, quand je veux quelque chose, je le veux vraiment. Et moi, un jour, voir Maradona, malgré ce que m'a dit mon ami Thierry, il m'a dit, tu sais, il est gros maintenant. Et bien même Maradona gros, moi je rêve de le voir un jour sur la pelouse du stade Vélodrome, vous voyez. Ouais.
Alors côté joueur, il semblerait, Bernard, qu'on n'accueille pas ça d'une manière très enthousiaste. On a vu ici et là dans la presse contents, toujours. Très content. Oui, on a vu des déclarations de Papin, entre autres, vous les avez vues, vous? Je les ai lus, en tous les cas, dans les journaux. Il vous l'a dit à vous? Non, nous, il nous a dit autre chose. Ben moi on aussi. les voit en ce moment. Pas besoin de Maradona, ça c'est Papin qui l'a dit visiblement aux Parisiens. Non, ça c'est le Parisien qui l'a écrit. Bon. Et puis, Voilà. c'est pas tout à fait pareil. Alors, eh bien, Jean-Pierre Papin a choisi l'intermédiaire de Téléfoot pour s'adresser à vous maintenant. Je m'adresse à mon président, comme on n'a pas eu encore l'occasion de se rencontrer depuis le match de Sochaux. Je crois qu'il y avait une mise au point à faire et je pense que ce qui était dit dans les journaux on a été très violemment modifié par les journalistes. Alors je pose des questions si ces fameux journalistes ne sont pas hostiles à l'arrivée, eux, de Maradona à Marseille. Mais vous alors, est-ce que vous y êtes favorable ou non? On a lu dans les journaux que vous n'y étiez pas favorable. Non, j'ai absolument pas dit que j'étais pas favorable, j'ai dit que c'est sceptique que ça revienne sur Marseille parce qu'il avait été dit tellement de choses depuis cette éventuelle arrivée. Donc maintenant ça revient sur Marseille, donc je suis pas hostile à l'arrivée de Maradona, mais j'espère que s'il est à Marseille, ce sera aussi bénéfique que ça a été dit. Vous êtes d'accord pour le vrai Maradona, pas pour son fantôme? Bien sûr. Voilà. Oui, hein, franchement, ça ressemble pas à ce que j'ai lu. Bon, alors j'ai 3 questions précises à vous poser. Ça ne veut absolument rien dire comme ça. Non, mais ça, ce sont des problèmes qui sont à régler à partir du moment où Maradona rentre. Embrasser du vent. Naples en est propriétaire, il ne veut pas qu'il vienne. Bon, le jour où il voudra venir et où le problème se posera, vous en faites pas, je saurai régler le problème. Moi, j'ai l'impression. D'abord, attendez, il y a 2 choses qu'il va falloir contrôler. C'est si je suis vainqueur de la Coupe d'Europe avec mes 3 étrangers là. Moi, ce que je veux, c'est pas faire du show avec Maradona. Ce que je veux, c'est gagner la Coupe d'Europe. Mais je le veux. C'est pas je le voudrais bien. C'est je le veux. Bon. Et peut-être que Maradona, c'est un petit plus. Car malgré qu'il fasse 10 kilos de trop, d'après Thierry Roland, il a gagné la Coupe d'Europe l'année dernière, l'air de rien, avec ses 10 kilos de trop. Donc, si ça se trouve, Moser, Waddle et Francescoli vont me faire gagner la Coupe d'Europe des clubs champions. Alors, ce jour-là, Maradona, on part en vacances ensemble, ce sera tout. bien sûr Bon, Marseille si qui c'est pas le gagnera cas, cette fameuse coupe, comme il vient de le dire Bernard Tapie. Il le veut, et bien il l'aura. Bien sûr. Vous pouvez me dire la somme? Oui. Combien? 20 millions par an. 20 millions par an. Mais c'est cadeau. C'est pas beaucoup. Mais c'est cadeau. C'est cadeau, ça fait plaisir. Mais c'est strictement zéro, c'est rien. C'est beaucoup moins que quand vous donnez 50 000 à un joueur de Laval. Quand vous donnez 20 millions par an à Maradona, il vous fait cadeau de sa personne. Est-ce que vous savez que le seul personnage vivant, connu de toutes les couches de la société du monde entier, dans tous les pays du monde entier, c'est Maradona? Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte ce que c'est. Dans tous les pays du monde entier, vous interrogez le PDG d'une grande société ou le veilleur de nuit d'un garage, Maradona, il sait ce que c'est. Alors, à vous d'être assez intelligent pour amortir le joueur. Moi, si j'ai Maradona, faites-moi confiance qu'il y aura des parfums, des eaux de toilette, des compagnies aériennes qui porteront leur nom. Maradona à 20 millions par an, il est cadeau. Vous êtes suffisamment riche pour vous l'offrir. Attendez, je vais vous poser une question. Vous savez qu'on va être cette année le budget le plus cher de tout le football français. De loin. Et je vous garantis qu'on est les seuls qui allons gagner de l'argent. Vous avez compris ça? Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est pas de savoir combien vous dépensez, combien il reste dans la caisse en fin d'année. Le seul club dans la caisse de laquelle il va rester de l'argent, ça va être Marseille. Et c'est le club qui dépense le plus. Que ça peut faire ce qu'on dépense? Ce qui compte, c'est vous savez combien on fait de recettes par semaine au championnat de France? Entre 100 000 et 110 000 spectateurs, dont un tiers seulement à Marseille. Et c'est pas un privilège, hein. Je peux vous dire qu'à Strasbourg, à Lyon, Bordeaux, Paris, Saint-Étienne, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire la même chose. Juste un petit truc, je vais vous expliquer comment ils font les Italiens. Vous savez qui est propriétaire de la Juve? Agnelli. Vous savez qui est propriétaire de Milan? Berlusconi. Oui. C'est des gens qui mettent leur argent et qui le font comme on fait dans une entreprise. Et en général, quand ils mettent de l'argent, ça rentre pour qu'ils en rendent plus. C'est pas un dirigeant, forcément, qui est le bénévole aimé de la Ligue et qui va tirer la sonnette de la mairie du coin pour chercher des subventions. C'est un gars qui gère son budget pour que ça rapporte. Très bien. Merci Bernard d'avoir été notre premier invité pour cette émission à 18h. Peut-être allons-nous vous revoir un jour
dans cette émission en compagnie de Diego Maradona. C'est tout le mal que je vous souhaite. Ce jour-là, vous ferez 10% d'audience. Merci beaucoup. Nous restons directement en Italie avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Dans le groupe 3 de la zone sud-américaine, le Brésil joue sa qualification cette nuit au Maracana face au Chili. Je vous laisse imaginer l'ambiance là-bas et le drame si par malheur pour eux les Brésiliens étaient éliminés. Ce serait la première fois dans l'histoire du foot que le Brésil serait absent de la Coupe du Monde. On jouait donc cette semaine dans les zones sud-américaines mais également africaines. Résumé et résultat avec Philippe Pouy et Frédéric Jaillant. Amérique du Sud, groupe 1, l'Uruguay a fait le plus dur en battant le Pérou 2-0 à Lima. Premier but à la suite d'une mauvaise relance du gardien péruvien dans les pieds de Rubén Paz. Sosa, lui, fait payer le prix fort de sa bévue à Purizaga. Deuxième but uruguayen à la suite d'un exploit personnel d'Alzamendi, toujours aussi vif et toujours aussi efficace. Le Pérou a déjà fait une croix sur le mondial 90. Groupe 2, Paraguay et Colombie. À Asunción, on ne rigole pas. Pour préparer ce match, c'est le président général paraguayen Rodriguez en personne qui a imposé une caserne comme centre d'entraînement. Mais apparemment, la méthode a du bon, puisqu'après 1 heure de jeu, Javier Pereira a ouvert la marque entre les jambes du gardien colombien. Les coéquipiers de Valderrama égalisent. Higuaran a trompé Chilaver. La suite est plus musclée et pourtant la faute d'Higuita sur Delgado ne mérite rien. C'est vrai qu'il n'y a personne dans le stade. Par l'arbitre, le la vache. Après, c'est l'émeute, mais au Paraguay, ce ne sont pas les forces de l'ordre qui manquent. Et l'émeute. Dans ce tohu-bohu, le caméraman en a même oublié le pénalty de la victoire paraguayenne transformée par Chilaver. Dans le groupe 3, le Chili a battu le Venezuela 5-0, mais cela ne sera sans doute pas suffisant pour aller en Italie l'an prochain. Dans ce groupe, le favori est le Brésil. Quant à ce but le plus beau, il est signé Le Tellier. Afrique à présent, l'Algérie face à la Côte d'Ivoire pouvait se satisfaire d'un nul, mais grâce à Madjer, elle l'emporte 1-0. L'Algérie jouera le match décisif de qualification face à l'Égypte, vainqueur du Kenya. Nous y sommes, image très moyenne, mais but et ambiance tout à fait étonnants. Les shorts, les fringues. Le Maroc à présent, déjà éliminé, il encaisse de la part du Zaïre le premier but d'une partie qui se jouait à Rabat. Si les Zaïrois avaient gagné, ils auraient eu droit eux aussi à cette fameuse finale de qualification, ou si vous préférez à un match décisif, mais dans un premier temps le Maroc égalise par Madi. Puis dans un deuxième temps, les Zaïrois ne parviennent plus à marquer comme sur ce coup franc de Kabongo ou comme sur cette ultime occasion dans les dernières secondes que Kabongo, encore lui, ne peut convertir. Oh non. Du coup, c'est la Tunisie, vainqueur de la Zambie 1-0 grâce à ce coup franc, qui le disputera ce dernier match de qualification décisif. Reste à savoir contre qui. Mais la réponse pratiquement maintenant, ce sera contre le vainqueur de Cameroun-Nigeria, match auquel vous avez assisté. Pascal Pro. Oui, il y a en Afrique deux qualifiés qui iront en Coupe du Monde. Alors ce sera évidemment la Tunisie, on l'a vu, et ce sera le Cameroun. Mais ce que je voulais vous dire juste avant cela, c'est que il y a beaucoup de bons joueurs au Cameroun et personne ne vient les voir. Il n'y avait aucun entraîneur français, aucun sélectionneur pour voir ce match Cameroun-Nigeria. Et c'est dommage parce que l'Afrique est un vivier, on le voit avec BLN, Kono et tous ces joueurs-là. Et on trouve à Yaoundé de très jolies cravates. Vous nous en avez rapporté un exemplaire. Nous retournons donc à Yaoundé où vous aviez invité Jean-Vincent, l'entraîneur du Cameroun de la Coupe du Monde 82. Il vous a bien entendu servi de guide. Ah, le son va juste revenir dans quelques instants, c'est normal. On refait la liaison avec le Cameroun. Je vais essayer. Lors de la Coupe du Monde 82 en Espagne. Je sais qu'on avait 16 docteurs avec nous. Je me suis renseigné, on m'a dit il y a beaucoup de psychologues et tout, et je soupçonne qu'il y avait quelques sorciers parmi eux. Aujourd'hui, Boubou et Marabout débarrassent le plancher du Cameroun, version officielle, terminé le temps des séminaires et des lieux retirés et désertés. L'équipe nationale a vécu 3 jours ici dans un hôtel délabré de Yaoundé et seules les prières de Canabiik rappellent le temps passé des superstitions. Bon, il y avait un seau en plastique, et puis je voyais casser des ampoules, et puis c'était mélangé et tout. Alors que le soleil tapait, il faisait 41 degrés, je me dis c'est pas vrai. Et tous les joueurs ont pris cette mixture avant le match, mais ils ont une santé extraordinaire.
Et pendant ce temps-là, un match de quartier, mais pas un combat de rue, une véritable compétition officielle. Les sélectionneurs ne s'y trompent pas et viennent toujours à cette source quasi quotidienne qui coule dans tout le Cameroun. Le jour J, Cameroun-Nigeria dans le stade de Yaoundé, 90 000 personnes, déjà tous présents 1 heure avant le coup d'envoi, et seulement 15 francs pour voir le spectacle, avec en prime, dans quelques instants, une première émotion. Ils l'ont reconnu, Jean Vincent leur a fait toucher le ciel en 82 en Coupe du Monde, alors ils le remercieront durant 10 minutes bouleversantes. C'est l'Afrique, comme dans cette façon de se dire je t'aime et de se tenir la main sans ambiguïté pour partager la joie et l'émotion. Et regardez bien le petit ramasseur de balles, il s'est signé juste avant de rentrer sur le stade. C'est toujours l'Afrique lorsque le match débute avec un quart d'heure de retard. Les Nigérians refusent le tunnel qu'ils croient envoûté, comme il s'agit de l'unique sortie. L'arbitre lancera un ultimatum. Tout est alors en ordre. Le coup d'envoi peut être donné, baigné dans une atmosphère quasi religieuse. Pédé pour Ebangé, slalom d'Ebangé pour Djanka Bonaventure et pénalty. L'arbitre Dwini très clément sur cette ah oui, refusé, ok. Sur Djanka Bonaventure. La faute basket. La faute basket. L'arbitre libre, vous appréciez. La faute basket. Putain, je l'avais jamais vu. Enfin, j'avais jamais entendu, mais je l'avais jamais vu écrit, en tout cas, dans un reportage, un truc sportif. 3 points d'interrogation. La faute basket, ok. Jacob a le ballon, c'est vrai. Il a culbuté. Alors, regardons avec la VAR la faute basket. Ah. Inquiétude pour le gardien nigérian victime d'un malaise après 25 minutes de jeu. Étonnant, au match aller, un joueur du Nigeria est mort pareillement sur le terrain. Ah oui, putain, cette fois, lève le cuir, tête au main, et but. Tête au main, et but. 1-0 score final, il ne se passe pas grand-chose en seconde mi-temps, si ce n'est l'expulsion de Ebouagbe pour avoir tiré l'oreille d'Eboualé. Le Cameroun se retrouve donc à 90 minutes seulement de l'Italie et surtout un adversaire nettement moins fort, la Tunisie. C'est donc quasiment fait. Ce sera votre deuxième Coupe du Monde personnelle après 82. Enfin, j'espère bien que si nous jouons de la même manière et que nous puissions faire un bon résultat chez nous, nous pourrons aller en Coupe du Monde. J'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Il avait quelque chose à dire et beaucoup à attendre sans doute. Noir, c'est noir, il y a beaucoup d'espoir. Quant à la faute basket, on ne sait toujours pas ce que cela signifie. Retour maintenant sur la 8e journée du... Incroyable. Et on était donc en 1989 avec, bien entre autres, Roger Zabel, Bernard Tapie comme invité pour discuter notamment autour du cas Diego Maradona et une intervention donc à la fin avec un reportage de Pascal Praud dans ce téléfoot donc sur TF1. C'était donc bien sûr dans les 20 minutes du peuple qui reviendront bien sûr avec Apis la semaine prochaine. On enchaîne directement bien sûr avec la 3e catégorie de la soirée, la capsule temporelle. Let's go. Marc et Sophie. La capsule temporelle donc qui nous fait voyager un jour, un mois et une année précise dans le monde de l'audiovisuel bien sûr et je l'entends, il est juste là à côté de mon oreille et de la vôtre, c'est bien sûr la denrée qui nous fait encore l'honneur de sa présence cette semaine avec une nouvelle date. Donc comme je vous dis dans le monde de l'audiovisuel, nous allons nous déplacer vers le 25 septembre 1993
pour visionner un programme bien sûr mystère, encore une fois, dans le monde de l'audiovisuel. Alors je vais juste caler encore une fois mon extrait pour que tout soit ok, et là le son bien sûr devrait être au top, puisque l'enregistrement en tout cas de cette VHS était, on va dire, de qualité, donc ça devrait être tout bon dans vos oreilles. Allez, la denrée me fait un signe, il est prêt. Eh bien, il me dit directement de lancer l'extrait, c'est ce que nous allons faire. Eh bien, d'ici quelques instants, 3, 2, 1, c'est la capsule temporelle de la semaine. Let's go. Vous avez pu découvrir tout à l'heure au début de ce spécial Salon de la moto dans Turbo la dernière des motos BMW. Eh bien, dans quelques instants, vous allez découvrir la dernière des motos françaises, la Barigo. Auparavant, Jean-Luc, un petit message personnel à vous adresser. Un peu de publicité pour cette nouvelle revue, Dominique, ça s'appelle Virage, c'est numéro 1. Ok, donc on est sur M6 et on a une partie en tout cas de Turbo ici, voilà, avec Dominique Chapat bien sûr. Bien évidemment de moto, mais la moto dans un style différent, ça n'est pas un journal de la moto. Ça peut normalement intéresser tout le monde. C'est fini, ok. La pub et on se retrouve. Allez, un petit peu de pub. Ça nous avait manqué. Oh, ça c'est de la Ford, ça. La Mazda. Oh putain, j'avais même pas vu. Quoi du tout de suite. Payé l'année prochaine. Oula oui, mais payé. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Europe 1, il y a des journalistes qui ne parlent que de sport, vivent et vous font vivre le sport. Ah dis donc, les programmes phares d'Europe 1, ça ouais. Skyrock présente un disque exceptionnel. Ah, on n'a pas les droits sur la musique. On n'a pas les droits sur la musique. Mort de rire, Lucchini. Ouais, c'est improbable. Hein. Lucchini en plus pour Europe 1. Chanson de John Lennon wow. et Paul McCartney. Qui l'eût cru? Et salut Nelson. Un vibrant hommage. Ouais, j'avoue. Ça a bien changé Europe 1. Jimi Hendrix, Tina Turner, Ray Charles. Sur Tribune, ils ont mis tout leur talent dans j'espère que tu vas bien. Inoubliable. Get Back, Yesterday, Let It Be, Hey Jude, We Can Work It Out. Tribute, les chansons des plus grands groupes de tous les temps interprétées par des artistes de légende. Allez, à l'approche de Noël, des cadeaux. Pensez-y. Le baume après rasage Nivea For Men possède un complexe actif ça brûle. Unique pour le soin de la peau des hommes. Chaque jour, Nivea For Men hydrate, protège, apaise et laisse la peau naturellement douce et fraîche. Ah, cette pub de chiasse. Vraiment. Vraiment, ce genre d'album Tribute serait fait par IA. Ouais, dans sa peau d'homme. Malheureusement, ouais. Skyrock présente Tribute Pictures, ça n'a pas changé ça. Là, tu vas chez le barbier pour te mettre du Nivea, quoi. Quelle arnaque. Ah, la saga du dimanche. Du samedi. Putain, je suis en train de tout confondre là. Dans la saga du samedi, bah Code oui. Quantum. Quand je me regarde dans la glace, je vois Tom Stratton. Tu te rappelles pas non plus l'expérience? Quelle expérience? Une expérience de physique nucléaire classée top secret. Je ne sais pas piloter. Propulsé dans le passé par un accélérateur de particules, il se métamorphose en quelqu'un d'autre à chacune de ses étapes. Les premiers exploits fantastiques d'un aventurier de l'espace-temps. Faites que je me réveille maintenant. Code Quantum, ce Ouais, soir, la saga du 20h45, samedi, c'était en tout cas diffusé Code Quantum, c'est vrai, le samedi soir à 20h45, même s'il y a eu plusieurs horaires. Ça a été beaucoup diffusé à 20h45. Tex et le Seigneur des Abysses. Oh là. 350 fusils flambant neufs direction Fort Davis et qui nous sont passés sous le nez entre Del Rio et le Fort. Arme à feu contre sorcellerie. On va manger les Les chips. Rangers vont devoir se frotter aux Indiens Yaqui et à leurs mystérieux pouvoirs. Nous sommes en présence d'un extraordinaire phénomène qui est inconnu de la science. Oh de rire, ils nous ont pourri la gueule avec quoi ça. Ah ouais, la fin, parlons-en. Ces salles blancs nous ont fait. On pourra encore en parler pendant des années de cette fin de Code Quantum. 20h45, Tex et le Seigneur des Abysses.
qui nous a laissé sur la fin. Jean-Luc et moi, on est venus ici pour les motos, mais il faut constater que Olivier Porchereau, qui est à la caméra aujourd'hui, alors retour vers Turbo. Que pour la mécanique. C'est sa femme qui va être contente. Alors ce stand complètement destroy autour de nous, Jean-Luc, c'est le stand destroy. Made in Taiwan. Qui n'a pas grand-chose à voir avec la marque qu'on va découvrir maintenant, à part la terminaison, puisque nous allons chez Barigo. Barigo fabriqué du côté de La Rochelle, c'est-à-dire bien français. On n'y fait pas des motos comme celle qui est derrière nous, qui est simplement la plus grosse moto du monde, équipée d'un V2 de 1600 cm3, mais plutôt des trails et des supermotards équipés là de mécaniques autrichiennes. Est-ce que vous êtes convaincu qu'à La Rochelle on parle comme ça? C'est trop ça. Lui oui, qui parle jeune. Le stand destroy. Certains parmi vous se souviennent peut-être, c'était en 1985 au Paris-Dakar. Cette moto, pilotée par Grégoire Verhaeghe et qui terminera première du classement marathon, est une Barigo. Depuis 1976, en effet, Patrick Barigo fabrique artisanalement des cadres à sa façon, puis des motos complètes selon les désirs de ses clients. En 15 ans, il vend 7 à 800 motos, parfois en petite série, puis l'an dernier, la machine s'essouffle financièrement. Barigo va être sauvé par une entreprise rochelloise, Perrotin Automation, dont le patron croit à la moto française, mais pas en dilettante. Techniquement, je pense qu'en France, comme en Europe, on sait faire aussi des motos, mais que pour les faire d'une façon industrielle et rentable, il faut y mettre la structure d'organisation qui a été celle de l'organisation de l'automobile française. Il y a une quinzaine d'années, on donnait pas cher de la peau d'industrie automobile française. Aujourd'hui, je crois qu'il a remis les choses en ordre. Et nous travaillons autour de la moto comme l'industrie automobile française, c'est-à-dire que nous allons créer une banque d'organes à travers toute l'Europe. Dans une partie de l'usine, on a donc installé de quoi construire, ou plutôt assembler la Barigo avec ce qui se fait de mieux. La fourche est une White Power, les freins, un mélange de Beringer, Grimeca et Brembo, le moteur, un monocylindre Rotax autrichien de 600 Barigo, cm3. la marque qui s'est arrêtée en 1997. Chez SICK, la division moto de Malheureusement, Perrotin, quelques années après, réellement le cadre en aluminium, léger et très rigide. Il est la pièce maîtresse de la Barigo, issue du savoir-faire de son créateur. Patrick Barigo, bien sûr, veille sur la fabrication des toutes premières Barigo de la nouvelle série, environ 25 dans un tout premier temps, mais l'affaire tournant, il a déjà la tête ailleurs. Je suis dans une c'est ça, bah tiens, 97. Ma tâche maintenant, c'est la fourche White Power, j'avais pas relevé de nouveaux modèles et faire évoluer les modèles existants. Pour moi, c'est beaucoup plus passionnant. Parmi les projets, ce prototype destiné à la gendarmerie ou cette version sportive. Mais pour l'instant, voici la seule commercialisée. Nom de baptême Barigo, bien sûr, disponible en version supermotard ou enduro. Fine et basse, la Barigo semble taillée pour l'attaque et surtout, elle ne ressemble à nulle autre. Carénage en matériaux composites, combien ça coûte double sortie d'échappement, un gros disque flottant à l'avant, pas de doute, la Barigo est aboutie et bien dans l'air du temps. Les commodos sont d'origine italienne, entre 6 000 et 8 000 euros pour le tableau de bord, pas très lisible, on trouve encore et un bon petit point peu, pour la petite prise d'air en carbone, détail sympa. Ouais, mais c'est la sponsor Barigo là. Dès la mise en route, le Rotax affiche une Barigo 600 supermotard, il y a 5 ans. Un peu creux, en dessous de 3000 tours. Le gros mono délivre ensuite ses 61 chevaux jusqu'à plus de 9000. Une allonge que l'on apprécie surtout sur les intermédiaires et qui doit permettre d'approcher les 180 km/h. Type et course, le moteur s'associe parfaitement à une partie cycle rigide et maniable. Le centre de gravité a été placé le plus bas possible. Rivé au sol, la Barigo est un délice dans les enchaînements. Son freinage hyper puissant est exemplaire d'efficacité. Dommage, le réservoir ne contient que 9 litres. Ah oui, complètement. Hein. C'est la conçue par la compétition, la Comment Barigo dire, devrait faire la des sponsor, supermotards, mais son vrai pari, le hashtag ad pour essayer de public vendre un peu de la Barigo à travers l'émission Turbo. 750 francs. La moto française se paye encore au prix fort, mais si le succès est au rendez-vous, la grande série permettra d'abaisser les coûts. Collaboration commerciale, cherchez-le. Ah, magnifique. 400 chevaux sous le capot et au-dessus, l'hélico pour démarrer la saison 93-94. M6 Turbo, Jacques Lafitte et la rédaction du magazine Option Auto vous propose l'essai de la Porsche 911 Almeras version turbo.
des images inédites avec caméra hélico. Oula, on nous la foutre dans le décor, le Jaco. Et encore une fois, hein, on a vu ça, mais dans... royaume de la Formule 1 à Donington, Angleterre, tout près du circuit du Grand Prix d'Europe, un musée unique au monde. Dans un épisode autour du jeu à Porsche Challenge, bien sûr, où on a parlé également récemment de la marque Porsche qui essaie de relancer leur image, leur catalogue de voitures également, et leur prix. D'une merveille, en 97, mais en 93, c'était aussi un peu compliqué, on va dire, aussi financièrement pour Porsche. Ah, très beau. Une campagne publicitaire sans précédent pour une japonaise européenne à 100%. La 4e génération de la Honda Accord, construite en Angleterre, franchit la Manche et se lance à l'assaut du marché européen. Ah ouais, en 93. Wow. Ah, ça arrive. Nous ferons le tour de l'île de Beauté avec les concurrents du Corsica Raid, organisé par Cyril Neveu. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Dominique Chapat. Les derniers mots dans l'émission. Hein. Bon, après, pas 36 trucs à dire, mais salut. Un peu comme dans l'Odyssée d'Abe. C'est un peu le même salut. Avec Shell Helix, un jour, tous les magazines de l'automobile seront comme Turbo. Allez, un peu de pub encore. Le baume après rasage. Ah putain, 2 fois. Ouais. Hydrate, les boobs protège, et le baume. Allez. La peau naturellement douce. Petit spoiler, il n'y a pas beaucoup de baume. Le vélo et la moto, mondial du 2 roues, du 24 septembre au 3 octobre, Paris, porte de Versailles. C'est électronique, c'est Bic, c'est chic. C'est un très joli briquet. Nouveau briquet Bic électronique. C'est Bic, c'est chic. Voici la brosse à dents Signal Expert. Sa tête ergonomique épouse le relief des dents et va là où d'autres brosses à dents ne vont pas. C'était un samedi, ça, et en plus il faisait une rediff le dimanche. C'est électronique, c'est Bic, c'est chic. Hein? Oh. Mais non, c'est pas trop chic. Nouveau briquet Bic électronique. La nouvelle Lancia Delta est née autour d'une idée force, mieux vous protéger. Sa technologie. Tu le sens là, l'esprit Terminator. Maîtrise. Avec la Lancia Delta. Signe de force. Allez, remettez-nous un peu des Beatles. C'est vrai qu'on en a pas assez pour les droits. Ah, M6 et Fun Radio transforment Bercy en discothèque géante. Wow. Le samedi 2 octobre, les numéros 1 mondiaux de la dance vous donnent rendez-vous pour Dance Machine. Ah ouais, avec un Dance Machine. Et retrouvez dès à présent ces stars de la dance en gagnant la compilation Dance Machine au 3665. Volume 75 205. Ouais, alors attends, on a qui là? On a du Hadaway, ok, Is17, Ace of Base, Culture Beat, ouais, Go Culture, Indra, ah ouais, qui est aussi dedans, Space Masters, Dr Alban, entre autres. Réservation 3615 code M6, Bercy, Fnac et Virgin Megastore. Incroyable. Dance Machine. Dance Machine avec du coup les sèche-cheveux. En vrai que Dance Machine aussi, il y a eu beaucoup, enfin il y a eu pas mal de personnes qui se sont succédées à la présentation. Avec Ophélie Winter aussi. Jouez avec M6 et Émile Vandelmer au 36 65 06 ah ouais. 06. Je me rappelais pas du tout de cet album. Ex-chanteur du groupe Gold, bah oui. sort son nouvel album solo. Bah oui, nouvel album Grâce solo. À M6, vous pouvez gagner son CD au 36 65 06 06. Allez, les infos un petit peu, on va regarder ce que ça donne. Ouais. Indra dans la seule actu, c'était ça. Chanson. Ah bah encore Bernard Tapie. Bernard Tapie reste donc à la tête de l'OM. Il ne partira pas avant d'avoir réglé les problèmes du club. C'est ce qu'il a déclaré lors de l'inauguration du stade Basile Boli, près d'Aix-en-Provence, au lendemain d'incidents lors du match contre Metz.
Si avec mon envie personnelle, je partirais demain. Tu peux me l'envoyer, mais je veux pas le diffuser, je pense qu'il y a des droits dessus, j'ai regardé vite fait. On peut pas avoir. Mais ouais, vas-y, je veux bien. Fait connaître aux Marseillais, et même au-delà, un club qui en 5 ans a fait un palmarès invraisemblable, unique au monde, et puis leur dire ça me plaît plus parce que je suis égratigné, et donc je m'en vais. Hier, des supporters marseillais sont descendus sur le terrain et ont interrompu le match 5 minutes avant la fin pour protester contre des décisions de l'arbitre. 10 personnes ont été légèrement blessées lors de ces incidents. Ils supportent leur équipe avec leur cœur, mais depuis des mois, ils ont l'impression que leur ville, leur club, leurs dirigeants, leurs joueurs sont agressés, sont au milieu de turbulences graves. Et hier, ils ont un petit peu craqué. La commission de discipline se réunira jeudi pour décider d'éventuelles sanctions contre Marseille. Et Maradona, il est où? Il est toujours pas là? Eh ben non. Un touriste a été tué dans un glissement de terrain dû aux inondations en Savoie. La circulation est toujours très perturbée dans la vallée de la Maurienne après les fortes crues et les fameuses crues. Ben ouais, fin 93 en France. Mais la ligne SNCF qui dessert l'Italie du Nord n'est pas encore rétablie. Hier soir, pendant plusieurs heures, les habitants de Saint-Michel de Maurienne ont craint le pire quand le débit de la rivière Larc a atteint 400 mètres cubes par seconde. Et sur le coup de 7 heures, la première voie a été rongée, la deuxième était entamée. J'ai eu un moment de forte inquiétude. Yes, j'ai bien reçu Nelson, merci. Je regarderai ça à ce moment-là à côté. Plus de dégâts que ce qu'il y a actuellement. Dans la vallée de la Maurienne. La décrue a commencé au milieu de la nuit. Quel enfer. Inondation spectaculaire aussi en Suisse. La Saltrine, une petite rivière, a débordé et envahi la ville de Brigue dans le Valais. Il n'y a ni blessés ni disparus. Oh la vache. Ah oui. La douleur lors de l'enterrement de Karine Volkert. 2000 personnes ont assisté aux obsèques de la petite fille de 8 ans, violée et assassinée il y a 10 jours. La douleur et puis la colère. Des membres de la famille de la petite fille ont manifesté à Perpignan. Ils veulent appuyer un projet de loi pour que les assassins violeurs d'enfants soient emprisonnés à vie. Je suis concernée et je voudrais savoir que les gens qui font ça, qui sont récidivistes, pourquoi ils ne font rien quand ils sortent de prison. Qu'on les lâche dans la nature, qui refont du mal. Ils ont fait du mal à mon fils et ils risquent d'en refaire un autre parce que quand ils sortira, ils tuera quelqu'un. Les mêmes tués malheureusement. Boris Eltsine est maintenant pratiquement sûr de voir la crise actuelle se terminer à son avantage. Il a reçu le soutien des États, de la CEI et ses forces encerclent le Parlement en rébellion. 3 soldats américains ont été tués en Somalie. Leur hélicoptère en mission de reconnaissance a été abattu. Les agresseurs semblent être les miliciens du général Haïdid, recherchés par l'ONU. 6 autres soldats de l'ONU ont été blessés. La météo était trop mauvaise, la fusée Ariane n'a pas quitté la Terre cette nuit. Le lancement est reporté. Il y avait eu des inondations à cette même période par chez moi et c'est le chien qui nous a prévenu. Ah ouais. 10 personnes ont été légèrement blessées dans une explosion à Lyon. Il s'agit probablement d'un accident dû au gaz. Dans la crainte d'une autre fuite, les habitants de l'immeuble ont été provisoirement relogés ailleurs. Beaucoup de choses à l'avance. De sentir et de prévenir. Pour le changement d'heure de cette nuit, il faut avancer ou reculer sa montre? Ah bah ouais, c'était le changement d'heure. Reculer. Alors il faut réfléchir un petit peu, il faut l'avancer. C'est déjà un beau bordel à cette époque. Normalement, il faut, je crois, la reculer. Et c'est la bonne réponse, il faut reculer demain à la même heure. Il sera 1 heure de moins, nous passons cette nuit à l'heure d'hiver et ça n'a pas que des avantages. Oui, l'enfer. Oui, on est en train de remettre les montres à l'heure. A... La tête du mec, quoi. Il est dépité, quoi. Il a passé 3 heures de sa journée à faire ça. À peu près 3000 montres à mettre à l'heure avant demain matin. Alors, grille de départ. Ah merde. Hop, je reviens, désolé. Excusez-moi. Je voulais juste voir la grille. Je remets juste la tête du mec. Il est entre le sourire et le dépit. Le soupi, ça s'appelle. Il était plutôt le changement d'heure à cette époque. Oui, un petit peu plus tôt, ouais, c'est vrai. Mettre les montres à l'heure. On a à peu près 3000 montres à mettre à l'heure avant demain matin. Alors, juste la grille. Bim. Alors, on avait qui? En première ligne, on avait Damon Hill, Alain Prost. En deuxième ligne, Mika Hakkinen, donc Ayrton Senna. Troisième ligne, Jean Alesi, il est là. Michael Schumacher en quatrième ligne, Patrese et Gerhard Berger. Eh bien, c'était une bien belle grille de départ.
ça c'est sûr. Et c'était bien également une bien belle capsule temporelle puisque nous étions donc le 25 septembre 1993 sur M6 avec entre autres, vous avez pu le voir bien sûr, une partie de l'émission de Turbo, quelques publicités et donc le 6 minutes de M6. Ouais, le fameux changement d'heure, comme on aime bien, peut-être que vous aussi, vous êtes fan du changement d'heure 2 fois dans l'année. C'est toujours tip top. Allez, ce qui est tip top surtout, eh bien, c'est également la suite et notre dernière partie dans du rétro dans le viseur, puisque vous les entendez, ben ouais, ils sont juste là. Ils sont juste là, les bougs. Impossible n'est pas musclé, bien sûr. Est-ce que vous la sentez, la braise, vous aussi peut-être, vous avez des merguez, ça vous manque, l'odeur de la braise, l'odeur des merguez. Eh bien, vous allez pouvoir assouvir votre passion merguez, passion musclée, puisque nous sommes à l'épisode 82 cette semaine dans Salut les musclés, et l'épisode 82 qui s'intitule Le Château du Loch Ness. Je sais pas du tout, là chaque semaine, là ils partent sur des trucs, des titres. Encore une fois, vous l'avez vu la semaine dernière. Si bien sûr vous étiez soit en live ou vous avez vu la VOD sur Twitch, puisque bien sûr sur YouTube, pour faute de droit, vous ne pouvez pas, et je ne peux pas diffuser en tout cas, ces épisodes de Salut les musclés. Mais depuis donc quelques semaines, pardon, nous avons à l'écriture toujours un ou deux, j'allais dire scénaristes, c'est un bien grand mot, mais des personnes qui tentent de faire une histoire, qui tente de poser des mots sur un morceau de papier, un post-it, une feuille de rouleau papier toilette, bref. Et donc peut-être que cette semaine, eh bien, nous allons encore avoir 2 personnes à l'écriture donc de cet épisode, donc intitulé Le Château du Loch Ness. Allez, salut les musclés, tout est pareil, eh bien, c'est parti. Non. Tu l'as fait pas d'entrée de jeu, cette blague nulle. Aïe aïe aïe, on est même pas, on est exactement à 50 secondes dans l'épisode. On est à 50 secondes et j'allais juste faire un arrêt sur image pour vous expliquer avant qu'on ait ce magnifique jeu de mots dominé. Donc j'allais vous faire pardon une anecdote, il est en train de me paumer en plus avec son truc de merde sur sur justement, j'allais dire que là on a l'impression que les épisodes sont un peu vieux, mais encore une fois, je répète, mais c'est vrai pour les personnes qui savent pas, les épisodes officiels de Salut les musclés sont un peu mélangés, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment d'ordre officiel des épisodes. Et à certains moments, c'est vrai qu'on a l'impression de revenir bien un peu dans le temps. Le grain de l'image est assez dégueulasse, les lumières sur le plateau le sont aussi. Mais rassurez-vous, des fois c'est juste les enregistrements, encore une fois restants, les enregistrements disponibles aussi sur les internets qui sont de cette qualité. Est-ce que c'est honteux? Sans doute. Est-ce que c'est nice? Oui, ça c'est nice. Et l'autre qui il est planqué sous un vieux caleçon derrière. Ah la gueule, putain. Sa réplique là. L'autre, soit elle devait dire un truc qu'elle a oublié, il lui a fait répéter, ça c'est pas normal. Je reviens vite fait, juste en arrière rapidement. Et putain, c'est passé vite en fait, mais bah non, c'est un épisode normal de Salut les musclés. Purée, j'aurais dit bien plus court, mais bah non. Enfin voilà, encore une fois, là on était dans un multivers des musclés, on va dire ça comme ça. Mais ouais, il s'est passé des trucs de dingue quand même. Allez, on fait un petit récapitulatif, bien sûr. Ouais, c'était du gros niveau. J'avoue, Nelson, franchement, je suis en train de me demander si les musclés, il faut pas être à 3 grammes pour déjà essayer de regarder. Elle va comprendre après, ça. Même à jeun, tout se passe bien, mais là, c'était lourd.
Un petit récapitulatif, donc bien sûr, encore une fois, de peut-être ce que vous avez manqué ou de ce que vous avez également visionné pour vous rafraîchir la mémoire. En plein dans le mille, on était bien sûr sur France 3 avec Jean-Marie Cavada pour la marche du siècle. On était en 1993, on a enchaîné avec les 20 minutes du peuple, bien sûr. Et un téléfoot qui nous a emmené en 1989 sur TF1. On a enchaîné bien sûr avec la capsule temporelle qui nous a emmené le 25 septembre 1993 sur M6. Et on s'est terminé bien sûr avec l'épisode, vous l'avez vu peut-être, donc je vous invite à le revoir en VOD Twitch, l'épisode 82, bien sûr, le château du Loch Ness, avec les musclés bien sûr, hein, quelle bande de farceurs, hein, il n'en rate pas une, et pourtant il devrait largement. Voilà, et bien encore une fois, une affaire rondement menée, peut-être cela vous a rappelé des souvenirs, peut-être cela a éveillé votre curiosité bien sûr pour l'audiovisuel et aller vous tourner du côté de programmes de reportages, d'interprogrammes, de publicité, de documentaires, bref, du monde de la télévision, puisque vous le savez, chaque semaine dans du rétro dans le viseur, entre les années 80 et 2000, eh bien, nous rembobinons bien sûr les VHS pour essayer d'en découvrir toujours un petit peu plus et d'essayer de supporter également salut les musclés. Ça, c'est le cas de le dire. Bien sûr, hein, j'allais dire salut les musclés, mais non, du rétro dans le viseur reviendra la semaine prochaine, puisque c'est une émission, bien entendu, hebdomadaire, tous les jeudis soirs, à partir de 21h. Et la semaine prochaine, eh bien, je ne sais pas, hein, nous aurons encore du contenu exclusif, bien sûr, et nous reviendrons peut-être encore une fois dans le temps, que ce soit dans les années 80, les années 90 ou peut-être les années 2000, également autour de VHS, bien sûr, mais également peut-être de DVD prochainement, avec quelques petites choses spéciales par-ci par-là, mais n'oubliez pas, et c'est vrai, je vous invite également, hein, vous avez bien sûr la chaîne YouTube Tiger Sushix avec toutes les VOD en illimité. Et il me semble que dans l'oreillette de mon casque, on m'a dit également, l'épisode 100 n'est pas encore si proche, mais on s'y rapproche tout doucement. Et bien sûr, pour l'épisode 100, il y aura quelque chose de spécial pour fêter la 100e de du rétro dans le viseur, puisque si vous êtes également féru de cette émission, d'ailleurs, 1, je vous en remercie, et 2, eh bien, ça permet également de stocker pas mal de choses pour essayer, par-ci par-là, de visionner certaines vidéos pour essayer de se souvenir ou de découvrir donc des programmes audiovisuels du passé. Et merci beaucoup Nelson, merci également eh bien de ton soutien. D'ailleurs, j'en profite puisque c'est vrai que tu es là, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de la chaîne bien sûr de chez Nelson qui stream bien sûr entre autres eh bien du sumo. Peut-être si vous ne connaissez pas cette discipline, et d'autres projets également qui arriveront d'ici peu, en lien aussi avec de l'audiovisuel, mais je n'en dis pas plus. Bref, allez faire un tour du côté du camarade de chez Nelson. Quant à nous, bien sûr, on se retrouve très prochainement avec d'autres streams, d'autres émissions, et une nouvelle émission qui va pointer le bout de son nez ces prochains jours. Je ne vous en dis pas plus, bien sûr. Restez connectés sur les réseaux sociaux, que ce soit le Discord et autres X pour toute information en lien avec les streams. Donc, comme je vous disais, une nouvelle émission orientée en tout cas jeux vidéo principalement. Et également, pour vous donner un indice, une émission qui nous permettra de voyager dans les couloirs du temps vidéoludique. Ah, tiens, ça me rappelle une autre émission emblématique de la chaîne tous les jeudis soirs. Bref, vous découvrirez ça d'ici quelques jours. Tout est en place maintenant, tout est paré. Donc il ne restera plus eh bien, qu'à streamer avec passion et découverte. C'était Tiger Sushix, merci encore une fois à vous d'avoir visionné cette vidéo, d'avoir été présent en live, que ce soit en lurk ou dans le chat, et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.